que son talent n'ait pas été reconnu de son vivant, la peintre mexicaine Frida Kahlo fait maintenant partie des plus grands maîtres du XXe siècle. Kahlo a commencé à peindre à l'âge de 19 ans, durant sa convalescence après un accident de la route. Les séquelles de ses blessures la tourmenteront toute sa vie. Elle a été encouragée à devenir peintre par le muraliste Diego Rivera, avec qui elle se mariera plus tard. Kahlo utilise des couleurs pleines et produit plus de 200 peintures sur une période de vie plutôt courte. La plupart de ses tableaux sont des autoportraits. Elle s'y représente souvent habillée avec des costumes traditionnels de paysannes mexicaines. Ces toiles, combinant petits formats et matériaux économiques, reflètent l'art folklorique mexicain, qui trouve là son expression dans tout ce qui est à portée de main. Les souffrances chroniques de Kahlo et ses problèmes physiques résultant de son accident, ainsi que ses relations tumultueuses avec Rivera, ont nourri son art. Il représente souvent les problèmes journaliers des femmes de son époque. Son travail a été ombragé par le succès de Rivera. La reconnaissance et le respect artistique de Kahlo seront posthumes. Diego Rivera, le grand peintre muraliste mexicain et le mari de Frida Kahlo, a été le premier à reconnaître l'originalité et la puissance de son œuvre. Dans son essai de 1943, Rivera dit « Le travail de Frida Kahlo brille comme un diamant au milieu d'un brouillard. Elle peint d'incroyables autoportraits qui ne sont jamais les mêmes et qui pourtant lui ressemblent toujours de plus en plus. Renouveau permanent. » Pendant de nombreuses années, l'habitude de peindre devient naturelle chez Kahlo. Ce n'est qu'après 10 ans de carrière qu'elle entrevoit le côté commercial de son art. Par conséquent, elle a été tardive à faire des choix plus commerciaux, tels que peindre de plus grands formats et aussi utiliser des matériaux plus conventionnels. Lorsqu'elle se dirige dans cette voie, sa santé décline déjà. Souvent, elle n'a plus la force d'exécuter des tableaux de grande taille. Kahlo est aussi une peintre d'avant-garde. Ces images choquantes sont trop radicales à interpréter pour le public. Il fut un temps où la douleur émanant de sa peinture était même intolérable pour ses admirateurs. Malgré cela, les propriétaires de ses œuvres les considéraient précieusement et les gardaient jalousement. Tout au long de sa vie, Kahlo montre une puissante et charismatique personnalité. Cela l'aida à garder le contrôle sur beaucoup de gens influents dans le monde des arts et de la politique, y compris son illustre mari, Diego Rivera. Magdalena Carmen Frida Kahlo est née le 6 juillet 1907 de Guillermo Kahlo et Mathilde Calderón. Son père était un immigré juif germano-hongrois, un étranger dont le nom original était Wilhelm Kahl. Il était arrivé dans le Nouveau Monde après une très courte carrière dans son Allemagne natale. Sa mère était mexicaine, de descendants espagnols et indiens. Avant de rencontrer Guillermo, ils travaillaient tous deux dans le même magasin, elle avait été fiancée à un autre Allemand qui s'était suicidé. C'était une femme de grande moralité et le pilier de la famille. Guillermo, son père, eut 4 filles, 2 d'un premier mariage, Mathilde et Adriana, puis Frida et sa jeune sœur Cristina. Comme beaucoup de gendres à l'époque, Guillermo Kahlo avait rejoint son père dans ses activités de photographe. Il se révéla très talentueux. Il reçut une commande du gouvernement mexicain pour être le premier photographe officiel du Mexique. Malheureusement, sa carrière fut écourtée par la Révolution mexicaine. L'enfance de Kahlo est troublée par différents incidents. En 1913, à l'âge de 6 ans, elle contracte la polio qui affecte sa jambe droite. Sa convalescence dure 9 mois et laisse les muscles de cette jambe à tout jamais affaiblis. Les sarcasmes qui en découlent complexeront Kahlo le restant de sa vie. En 1922, Kahlo, avec les encouragements de son père, entre à l'école préparatoire qui fait partie de l'université. Elle est l'une des 35 filles à s'y inscrire sur plus de 1000 étudiants. Ces filles font l'objet de la plus grande attention. Kahlo, qui, à cette période, se sent outrageusement extraverti, se réjouit de la situation.
C'est à l'école préparatoire qu'elle rencontre, âgé de 14 ans, le jeune peintre Diego Rivera. Il a alors 36 ans, est communiste et porte un revolver sur la hanche pour se protéger de ses nombreux ennemis. Bien que peu attractif physiquement, il attire irrésistiblement les femmes. Son choix est vaste parmi la multitude de prétendantes. La jeune Kahlo devient obsédée par Rivera et peut passer son temps à l'observer des heures durant. Elle lui jouera aussi des tours et le narguera, l'appelant ainsi « gros ventre ». Lorsque Rivera la rencontra à nouveau plus tard, il sera surpris de savoir que Frida Kahlo était cette petite fille espiègle de l'université. Le 17 septembre 1925, Kahlo change d'itinéraire et de moyen de transport. À la place de son habituel tramway qui l'emmène à la ville de Mexico, elle prend un autobus en bois plus attrayant, très coloré et plus pratique. Son ami Alejandro Gómez Arias est avec elle. Elle oublie en sa compagnie les problèmes financiers affectant sa famille et qui troublent constamment la poursuite de ses études ainsi que son ambition de devenir docteur. Les amoureux profitent de leur trajet. Ce qui s'ensuit est typique de Mexico. La route du tramway et de l'autobus convergent et comme aucun des deux chauffeurs ne cède la place, le tramway heurte l'autobus et le pousse le long d'un mur. Dans la mêlée qui s'ensuit, Kahlo retourne dans l'autobus pour récupérer son nouveau pare-soleil, acte frivole par excellence, qui aura des conséquences dramatiques et sur lequel elle dira plus tard « J'étais une jeune fille intelligente, mais finalement peu pragmatique, car en dépit de toute la liberté que j'avais gagnée, la première chose à laquelle je pensais fut ce petit pare-soleil que je venais d'acheter. J'allais le rechercher, ne pensant pas que cet acte eût de telles conséquences. » Selon la description faite de l'accident par son ami, le bus en bois céda sous la pression du tramway et soudain éclata en 1000 échardes de bois. Arias, projeté relativement loin, était protégé sous le tramway. L'explosion avait soufflé tous les vêtements de Kahlo. Elle était nue et transpercée par la rampe en fer de l'autobus. Encore plus étrange, un sac de poudre d'or transporté par un passager, certainement un peintre, avait éclaté, transformant Kahlo, nue, saignante avec son corps mutilé, en statue d'or. Le monde, attiré par l'accident, montrait Kahlo et la surnommait la ballerina, la danseuse, comme s'il voyait en elle un miracle. Mais une personne horrifiée à la vue de la rampe transperçant Kahlo cria à Arias « Il faut lui extraire cette barre de fer de son corps !» Dès le début, elle se met à hurler, quasiment plus fort que les ambulances arrivant sur les lieux de l'accident. Ensuite, selon Kahlo, on l'allongea sur une table de billard dans un bar. Puis elle fut emmenée à l'hôpital de la Croix-Rouge, où elle fut placée parmi les accidentés qui devaient mourir. Plus tard, elle fut opérée, mais personne ne crut qu'elle pourrait survivre. Sa colonne vertébrale était rompue en 3 endroits, son pied droit écrasé, sa jambe et son fémur également fracturés. Kahlo ne quitta l'hôpital que pour découvrir 1 an après que sa colonne ne guérirait pas convenablement. L'horrible douleur qui avait commencé avec l'accident devrait continuer toute sa vie. Elle sera contrainte et forcée de porter des corsets rigides afin de supporter sa colonne pour le restant de ses jours. Elle subit plusieurs opérations pour sauver son pied droit. Comme elle ne pouvait plus retourner à l'école préparatoire, elle passa de longues journées seule chez elle. Elle demanda à son père, qui s'amusait souvent à peindre, si elle pouvait utiliser ses peintures. C'est ainsi qu'elle commença à peindre, surtout des autoportraits. En 1927, à l'âge de 20 ans, elle se porte mieux, bien que souffrant toujours de douleurs aiguës. Ses espoirs de devenir docteur se volatilisent à cause de son état de santé et aussi de la situation financière de sa famille. Bien que n'ayant reçu aucune éducation artistique, elle possède un œil critique et un coup de main précis qui donneront à ses premières tentatives de peinture un style unique. Portrait d'Alicia Galland, 1927, huile sur toile. Ce portrait, avec ses couleurs pourpres, dénote de la capacité de Kahlo à capturer la ressemblance. C'est tout à fait typique de ses premières œuvres,
avant que Rivera ne l'encourage à s'orienter vers un monde plus mexicain. En 1928, âgé de 21 ans, Kahlo aborde Rivera pendant qu'il peint au ministère de l'Éducation à Mexico. Elle l'invite à critiquer ses peintures. Rivera les trouve très bonnes. Kahlo lui demande ensuite de venir chez elle à Coyoacán afin d'en voir d'autres. Rivera, intrigué, se rend donc chez elle afin de critiquer toute sa collection. Une amitié commence à naître, vite changée en amour. Kahlo et Rivera se marièrent le 21 août 1929. Elle a 22 ans, il est de 21 ans son aîné. Immédiatement, la vie de Kahlo change, non seulement de par sa vie de femme mariée, mais aussi par son statut de femme de peintre, qui plus est célèbre et controversé. Au début, Kahlo diminue sa production picturale, afin de correspondre au mieux aux critères de la femme mexicaine parfaite. L'autobus, 1929, huile sur toile. L'influence de Rivera sur les premières œuvres de Kahlo est flagrante dans cette peinture. Aucune peur ne transparaît malgré ce sujet si tragique pour elle. Au contraire, elle montre une diversité de passagers, du capitaliste aux yeux bleus au paysan nu-pieds, coexistant tous deux dans une tranquillité pleine de couleurs. Portrait de Virginia, 1929, huile sur mazonite. Ce magnifique portrait est remarquable pour ses détails rendus par Kahlo. L'épingle de sûreté qui ferme la robe, le lacet délicat qui attache les manches. Kahlo lui a donné ses typiques sourcils oiseaux dans le vent. Nu de ma cousine, Adi Weber, 1930, fusain noir sur papier. Kahlo a capturé le corps d'un danseur dans le style de Modigliani. Notons le corps allongé et la petite poitrine. Les pieds de Weber sont à l'intérieur du dessin, dans un style rétablo. En 1930, alors âgé de 23 ans, Kahlo voyage avec Rivera à San Francisco, où il accepte une commande de peinture murale pour la bourse. Kahlo n'a aucun intérêt pour cette ville. Ses sentiments sont mitigés comparativement à ce qu'elle ressentira plus tard pour le prochain lieu de son travail, Détroit. Kahlo se sent seule. Rivera travaille en permanence. Elle tombe malade. Lorsqu'elle consulte un docteur pour son pied qui se dégrade, elle découvre qu'elle est enceinte. La grossesse réveille alors toutes sortes de craintes chez elle. Elle a peur que la tendance à l'épilepsie de ses parents soit héréditaire et que son corps mutilé ne supporte pas son enfant. Elle essaie d'avorter, mais finalement reste enceinte. Le docteur l'avise d'aller jusqu'au terme, lui suggérant une césarienne à la fin de la maternité. Mais il n'en fut rien. La nuit du 4 juillet 1932, elle fait une fausse couche horrible. On l'emmène à l'hôpital Ford, où elle perd le bébé. Double portrait. Frida et Diego. 1931, huile sur toile. Sur cette peinture, Kahlo a l'air timide et minuscule dans son costume Tehuana, alors que Rivera paraît plus grand et présent. Kahlo a peint ce portrait seulement 2 ans après leur mariage. Nu d'Eva Frédéric, 1931, crayon sur papier. Cette œuvre au crayon d'Eva Frédéric démontre que Kahlo a une excellente maîtrise du dessin conventionnel. Portrait de Lady Christina Hastings, 1931, sanguine sur papier. Au début de sa carrière, dans l'ombre de Rivera, Kahlo fait simplement des portraits des gens qu'elle rencontre. Plus tard, elle aura d'autres visions, mais le portrait restera majeur dans son art. Portrait de Luther Burbank, 1931, huile sur mazonite. Ce portrait marque un point tournant chez Kahlo. Le professeur d'agriculture Luther Burbank représente le scientifique, moitié homme, moitié végétal, recevant sa nourriture de son propre corps. Cette peinture narrative indique que Kahlo commence à dépasser le premier degré de la caricature en remodelant sa vision unique. Portrait d'Eva Frédéric, 1931, huile sur toile. Ce portrait peint lorsque Kahlo et Rivera étaient à New York
montre le début de son style folklorique. La bannière qui encadre la tête du sujet, comme une paire d'ailes, situe la place du portrait dans son œuvre. Frida et la fausse couche, 1932, lithographie sur papier. Sur cette première lithographie, Callot essaie de décrire les événements conduisant à sa fausse couche. L'hôpital Henry Ford. Le lit d'hôpital de Callot est dans une plaine désolée, où la zone industrielle de Détroit apparaît en arrière-plan. Elle tient dans sa main un ruban où se trouvent les objets symbolisant son avortement. Le fœtus, un escargot qui représente la lenteur de la grossesse, une réelle et irréelle représentation organique et mécanique de son pelvis qui n'a pu soutenir la vie. Elle pleure et il y a des mares de sang sous son corps. Ce fut à la fin de 1932 que la santé de sa mère se dégrade. Le temps qu'elle arrive à Coyoacán, toutes ses sœurs sont déjà là. Ce ne fut pas une mort facile, et sa mère, qui souffrait trop pour pouvoir parler, meurt le 15 septembre 1932. Callot pleurera pendant des jours la disparition trop soudaine de sa mère, bien qu'ayant eu une relation ambiguë avec elle. Callot retourne ensuite aux États-Unis avec Rivera, mais sans trouver de réconfort à ses côtés. Après Détroit, ils voyagent à New York, où il a accepté une commande de peinture murale pour le centre Rockefeller. Callot trouve New York très divertissant et devient alors très active. Où qu'elle aille, ses costumes Tijuana attirent attention et admiration. Autoportrait très moche, 1933. Ce fut la seule et unique tentative d'utiliser la fresque dans son art. Elle est bien sûr influencée par celle de Rivera. En 1934, à l'âge de 27 ans, son pied droit nécessite une opération. Elle souffre physiquement mais aussi mentalement de l'infidélité de Rivera. Malgré qu'elle connaisse ses tendances à l'adultère, elle regrette d'en être la victime. Rivera n'a jamais été capable d'être fidèle. Peut-être se réjouissait-il de l'étonnement des gens de voir un homme si peu attractif que lui, mais ayant autant de succès auprès des femmes. Il est quasiment obèse toute sa vie, et beaucoup voient en lui une ressemblance avec une grenouille. Malgré tout, c'est un homme à femme, ce qui blessera Callot plus d'une fois. En 1934, Rivera commence à avoir des relations avec la jeune sœur de Callot, Christina. C'est d'autant plus destructif pour Frida qu'elle aime énormément sa sœur. Peut-être qu'elle ressentait que Rivera avait fait exprès pour lui montrer sa domination et sa maladie. Quelles que soient ses raisons, Frida prend cette trahison très au sérieux. Désillusion qui ne guérira pas. Dans son désespoir, elle coupe ses cheveux. C'est une tradition chez les femmes mexicaines pour montrer leur chagrin. Puis, comme lorsqu'elle était jeune, elle s'habille en homme, comme si elle voulait se dissocier de sa féminité. Finalement, la trahison de Rivera la rendra plus libre. Elle comprit qu'une relation conventionnelle avec lui ne pourra pas fonctionner. Bien qu'elle cède à ses désirs et à ses besoins, lui ne changera jamais sa nature. Cette trahison sera une sorte d'opération chirurgicale psychique qui supprimera les dernières chaînes qui l'empêchent de progresser dans son art. Anticonformiste, elle fut capable dans les années qui suivirent de réaliser sa sexualité ainsi que ses visions artistiques. La célébrité viendra également par la suite. La séparation avec Rivera, due à ses relations avec sa sœur, l'amène à déménager dans un petit appartement à l'autre bout de la ville. Sa souffrance la tournera vers l'art. Une description de son talent et de sa rage se retrouve dans sa peinture. Quelques petites piqûres. 1935. Huile sur métal. Callot apprend qu'un homme ivre a tué son ami, la poignardant une vingtaine de fois. Cet homme insistera pour n'avouer qu'il n'a donné que quelques petites piqûres. Cette histoire sordide devint la base pour Callot d'un de ses chefs-d'œuvre. Le corps est disposé à l'abandon, pendant que le sang s'écoule des blessures.
Le meurtrier regarde sa victime, l'arme à la main, et une bannière proclame « les quelques petites piqûres ». Callot utilisera aussi cette parabole pour décrire la peine créée par la trahison de Rivera. Mes grands-parents, mes parents et moi. 1936, huile et tempéra sur panneau métallique. Dans cette curieuse peinture, une enfant, Frida, est dans sa maison de Coyoacán. Un ruban dans sa petite main la connecte à ses parents, puis à ses grands-parents. C'est une des premières peintures narratives dans laquelle Callot décrit ses ancêtres mexicano-européens. Elle apparaît 3 fois dans cette scène, enfant, fœtus et œuf fécondé. Malgré que Rivera ne soit plus un fervent communiste, il s'engage à faire venir un des pères de la révolution russe, Léon Trotsky, à Mexico. Rivera lui promet asile. Le 9 janvier 1937, Trotsky, sa femme et un assistant arrivent à Tampico. Max Sachtman, le président du comité américain communiste, et Callot, qui remplace Rivera alors hospitalisé, les accueillent à leur arrivée. Les Trotsky sont conduits chez les parents de Callot. Callot peint pour Trotsky l'un de ses charmants portraits, cette fois en vêtements de l'Ouest. Callot critiquera le conservatisme de Trotsky à l'égard des femmes, lui interdisant par exemple de fumer en public. C'est ce portrait qu'André Breton voit pendant une visite qu'il rend à Trotsky en avril 1938. Il clamera ensuite haut et fort que Callot est vraiment un peintre leader surréaliste. L'année 1937 fut une année prolifique pour Callot, qui peindra plusieurs de ses chefs-d'œuvre, souvent en relation avec son enfance. Le Petit Défunt, 1937, huile sur Mazonite. Très peu de peintures peuvent capturer le chagrin dû à la mort d'un enfant. Le jeune Dimas était le fils d'un des amis de Rivera. Le père avait fait confiance à des remèdes folkloriques pour le soigner. Callot et Rivera étaient quant à eux persuadés que la médecine moderne aurait pu le sauver. C'est un portrait de la mort, douloureux et triste. Fulang Shang et moi. En plus de ses poupées, Callot reporte ses instincts maternels sur de nombreux animaux domestiques, incluant celui-ci dont le nom signifie « n'importe quel vieux singe ». Ce portrait eut énormément de succès lors de l'exposition de Callot à la galerie Julia Levy à New York. Moi et ma poupée, 1937, huile sur métal. Cette peinture représente l'enfant mort-né de Callot. Elle est assise sur un lit d'hôpital avec une poupée de la taille d'un enfant. Toute la peine d'une mère frustrée y est figurée. Sa façon de fumer montre aussi son indépendance de femme rebelle. Ma nourrice et moi, 1937, huile sur métal. Callot se retourne sur son enfance où elle avait une nourrice d'un milieu paysan. Au lieu de se peindre comme une enfant, c'est en adulte nain qu'elle se représente. Un masque transforme la nourrice en un monstre précolombien. L'enfant Callot boit le lait avec béatitude et délectation, presque ivre. Le lait apparaît visible de l'intérieur de la poitrine. Comme dans beaucoup de ses peintures, un certain érotisme troublant transparaît. En 1939, Callot se rend à l'exposition d'André Breton à Paris, nommée Mexique. Elle envoie 18 peintures pour cette occasion. Lorsqu'elle arrive, elle constate que rien n'a été fait et que ses tableaux sont toujours à la douane. Elle les récupère et les emporte à la galerie où on lui signifie que seulement 2 de ses œuvres peuvent être exposées, car ses tableaux choquent. Callot a réussi à faire l'impensable, choquer Paris. Malgré que l'exposition ne soit pas un succès financier, probablement dû à l'imminence de la Deuxième Guerre mondiale, le Louvre choisit d'acquérir une de ses toiles, le cadre. Le cadre est un monde vivant,
combinaison de peinture à l'huile, métal, verre de toutes les couleurs. Il peut être perçu en tant que naïf et charmant. L'achat par le Louvre marque la première acquisition par ce musée d'une œuvre mexicaine. Même le maestro Rivera n'avait pas atteint cette distinction. Autoportrait avec un chien Itzcuintli, 1938, huile sur toile. Une Kahlo possédée dans le style Tehuana est assise, fumant dans une pièce vide, à part cette statue d'argile représentant un chien indigène mexicain. Pitahayas, 1938, huile sur métal. L'état avancé de ces fruits et leur érotisme sont gênants. Ils se réfèrent au corps mutilé de Kahlo. Le petit squelette se décompose et ajoute à la morosité de cette peinture. Toujours vivante, 1938, huile sur planche. Cette toile peinte par Kahlo durant sa période la plus productive reflète un esprit d'optimisme rarement trouvé chez elle. Les thèmes d'érotisme et de corruption physique qu'elle utilise fréquemment sont ici abandonnés pour faire place à une affirmation de la vie. Ce que l'eau m'a donné, 1938, huile sur toile. C'est un brillant travail de surréalisme. Les rêves de Kahlo sont comme capturés dans l'eau de son bain. Elle se promène dans ses visions, incluant par exemple le mariage de ses parents, son costume Tehuana, des images d'amour, la mort et la destruction. Le gratte-ciel émerge du volcan symbolisant le vieux monde, donnant naissance au nouveau monde. En 1939, rien ne va plus dans sa vie privée. Ses relations avec Rivera se dégradent et le divorce n'est pas loin. Parallèlement à cette agonie personnelle, la vie de Trotsky subit elle aussi des atteintes. Malgré l'asile politique que lui offre le Mexique, sa vie ne cesse d'être menacée. Le suicide de Dorothy Hale, 1939, huile sur mazonite. Cette peinture sera source de grande incompréhension entre Kahlo et Claire Bousse-Luce. Luce, qui voulait offrir à l'ami de sa mère un portrait de la défunte, le commande à Kahlo, qui peindra en fait tous les détails à couper le souffle de cet acte tragique. La chute, l'atterrissage, le sang et la mort. Tout y est presque trop réel, comme si on voyait le film du suicide se dérouler devant nous. Les deux Frida, 1939, huile sur toile. Dans cette peinture, l'un de ses chefs-d'œuvre, Kahlo se divise en deux femmes partageant le même cœur. L'une représente l'influence européenne de son enfance, l'autre les traditions Tehuana inspirées par Rivera, la femme de Mexico. Deux nus dans la forêt, 1938, huile sur métal. Les sujets de cette peinture se retrouvent flottant sur une éponge dans son œuvre « Ce que l'eau m'a donné ». Kahlo en a extrait les femmes pour leur donner leur propre tableau. La beauté tranquille et l'arrière-plan de jungle évoquent la nature de Rousseau. Les femmes se retrouvent seules dans la forêt, à l'exception du singe. Cette ambiance érotique évoque l'attirance de Kahlo pour les femmes. Rivera, protecteur de Trotsky au début, a finalement des problèmes avec lui. Trotsky veut le supprimer de la hiérarchie de la 4e internationale, dans la mesure où il trouve que Rivera agit de façon irresponsable. Si ces remarques semblent justifiées, elles sont une piètre récompense pour toute l'aide que Rivera a donnée à Trotsky en lui trouvant refuge. Trotsky fait alors l'erreur de chercher l'appui de Kahlo, qui, malgré ses différends avec Rivera, restera toujours à ses côtés sur tout. Le 21 août 1940, Ramon Mercader assassine Léon Trotsky en lui enfonçant un pic à glace dans la tête. Laissé seul pour surmonter cette débâcle,
est un élément qui se rajoutera aux reproches qu'elle fait à Rivera. Ils divorcent officiellement le 6 novembre 1939. Les événements précédents et suivant le divorce inspirèrent à Kahlo plusieurs de ses mémorables autoportraits. Même si Kahlo semble soulagée, elle commence à se réfugier autant dans l'alcool que dans son art, la conduisant à des états dépressifs et à une visible détérioration physique. Comme lors de la découverte de la liaison entre son mari et sa sœur, 5 ans plus tôt, elle se recoupe les cheveux en 1940. Rivera souffre de l'absence de Kahlo, mais ne sait comment se réconcilier avec elle. Il est inquiet pour sa santé et lui suggère de consulter leur ami, le docteur Léo Eleuser, à San Francisco, pour son avis professionnel. Autoportrait aux cheveux coupés. 1940, huile sur toile. Cette toile est un autre essai pour toucher Rivera, lui qui aimait tant ses cheveux longs. À chaque difficulté dans leur couple, elle se rebelle en se coupant les cheveux. Elle blesse Rivera et repousse sa peine en mettant une distance entre elle et sa féminité. Ses cheveux coupés l'entourent comme une accusation et un symbole de désespoir. Autoportrait avec un singe. 1940, huile sur Mazonite. Le regard fixe de Kahlo est hostile sur ce portrait. Le ruban rouge, l'un des motifs favoris de Kahlo, est tourné contre elle, comme essayant de l'étrangler. Autoportrait avec collier. 1940, huile sur toile. Le divorce inspire Kahlo pour cette œuvre. La vie sans Rivera affecte son équilibre comme on le devine ici. Ses paupières sont lourdes, le chat hostile, le singe s'accroche à son collier, sa moustache est exagérée. L'oiseau mort, symbole de malheur, reflète l'arc des sourcils de Kahlo. Kahlo arrive à San Francisco en septembre 1940. Le diagnostic est clair. Elle est épuisée et souffre d'alcoolisme. Aucune opération n'est nécessaire, mais elle est admise à l'hôpital Saint-Luc pour une cure de repos. Rivera la rejoint et réussit à se réconcilier avec elle. Les conditions de cette réconciliation sont très particulières. La plus originale est celle de n'avoir aucune relation sexuelle entre eux, Frida refusant de le partager avec d'autres. Une autre condition, rare à l'époque, est que Kahlo veut subvenir seul à ses besoins. Rivera accepte, mais contribuera toutefois à la moitié de ses dépenses. Il se remarie le 8 décembre 1940. C'est en pleine période de réconciliation que le père de Frida meurt. Sa mort l'affectera si profondément qu'elle ne peindra son portrait que 10 ans plus tard. Le panier de fleurs, 1941, huile sur cuivre. Cette nature morte, peinte pour la comédienne Paulette Goddard, démontre la finesse et la justesse du trait chez Kahlo. Donna Rosita Morillo, 1941, huile sur toile. Voici l'essence de l'art du portrait. Une remarquable fidélité qui ne pourrait être capturée par une simple photographie. En arrière-plan se trouve un cactus en fleurs et une jungle de feuillage. La mort danse autour de mon lit. Ce sont les mots qu'a prononcés Kahlo pour décrire ses sentiments après son accident d'autobus. Ils devinrent plus prophétiques vers la fin de sa vie. Sa santé continue à se détériorer et de nouvelles opérations deviennent nécessaires à sa survie. Les années qui suivent le remariage marquent l'ascension de Kahlo vers une reconnaissance mondiale de son œuvre. En 1942, elle est très productive. Parallèlement à sa gloire montante aux États-Unis et en Europe, elle devient de plus en plus célèbre dans son pays natal. C'est aussi l'année où elle commence à écrire son journal, dans lequel dessins et pensées témoigneront de ses sentiments jusqu'à sa mort. Ce journal de nature très personnelle deviendra plus tard un trésor pour les historiens et les biographes. Les autoportraits que Kahlo produit à cette époque sont équilibrés.
Elle respecte sa vision dans l'exotique, tout en épargnant à ses acheteurs le côté dérangeant et macabre de sa nature. La femme fière et audacieuse dans son costume thévana, les feuillages exotiques et l'expression des animaux peuvent être montrés sans choquer lors de ces expositions. Autoportrait avec singe et perroquet. 1942, huile sur mazonite. À l'époque de ce tableau, ces peintures, en particulier ces autoportraits avec animaux, sont en forte demande. Nature morte, 1942, huile sur métal. Cette peinture, avec ses couleurs lumineuses et son trait incisif, semble onduler avec son énergie érotique à peine dissimulée. Beaucoup d'objets ont été ouverts pour en montrer l'intérieur, métaphore de son propre corps dont les blessures ne se referment jamais. Le melon qui porte ses semences pour une autre génération est une autre image de la vie. Elle peint les cycles de la naissance, de la maturation et du déclin. La colonne brisée, 1944, huile sur toile. Dans cette œuvre, certainement l'une des plus célèbres, le corps de Callot est révélé de l'intérieur. En dessous de ses yeux emplis de larmes, sa colonne vertébrale, brisée dans sa vraie vie, est représentée ici comme une vieille colonne antique, vue au travers d'une fissure de sa poitrine. La souffrance physique est symbolisée par les petits clous. Le plus gros clou placé sur le cœur représente une plus grande douleur. Eduardo Morillo, 1944, huile sur toile. C'est la perception personnelle de Callot, ainsi que l'apparente naïveté de son style, qui capture les traits essentiels de ses portraits. Ce joli visage observe le spectateur et se grave ainsi dans sa mémoire. La santé de Callot continue à se détériorer. En 1945, elle est admise à l'hôpital où elle ne peut se nourrir que d'aliments en purée. En 1946, elle va à New York avec sa sœur pour subir une greffe des os. Cette opération marque le début de son important déclin physique. À son retour au Mexique, il lui est indispensable de rester de plus en plus au lit. La poule, 1945, huile sur mazonite. Callot dépeint ici un symbole d'innocence et de fragilité face à un arrière-plan très luxuriant. Beaucoup d'insectes y montrent une menace sous-jacente, ainsi qu'un déclin, en particulier la toile d'araignée qui remplit la peinture. Le masque de la folie, 1945, huile sur mazonite. La composition bizarre et les choix étranges des couleurs mettent le spectateur mal à l'aise. Ici, c'est comme si le masque permettait à Callot d'exprimer librement son énorme détresse. Autoportrait avec Changuito, 1945, huile sur toile. Callot continue à peindre ses remarquables autoportraits. Elle se connecte ici, grâce au ruban, aux différents symboles mexicains. Un chien Ixcuintli, un singe araignée et une figure précolombienne. Sans espoir, 1945. Huile sur toile, marouflée sur mazonite. Callot exprime ici sa frustration devant la détérioration de sa condition physique. Comme dans le tableau L'Hôpital, elle est encore une fois alitée dans une plaine déserte. Un étrange ramassis d'objets, un poisson, un cochon, une poule, un squelette, explose d'une Callot en larmes. Elle est attachée au lit, avec un paysage malveillant en feu. Le petit cerf, 1946, huile sur mazonite. C'est un des portraits les plus effrayants de Callot, qui inquiète, dû à son identification avec cet animal. Sa tête jonche le corps d'un cerf et son regard fixe le spectateur d'un air stoïque. Une fois de plus, le message dans cette peinture est la souffrance mortelle et peut-être même la trahison. L'étreinte amoureuse de l'univers, la terre, Diego, moi et Monsieur Xolotl.
1949, huile sur toile. Au moment où Callot perd, à cause de sa maladie, son emprise sur le monde, il semble qu'elle s'en rapproche à nouveau dans cette peinture. Pour elle, Rivera est un enfant qu'elle berce dans ses bras. Mais comme il est aussi génial, il a un troisième œil, signifiant la sagesse. Diego et moi, 1949, huile sur mazonite. Encore un de ces nombreux tableaux où elle et Rivera sont représentés, mais ici, elle utilise de nouveaux symboles. Rivera apparaît comme une pensée au milieu du front de Callot. Le cercle, 1951, huile sur aluminium montée sur panneau. Cette peinture est une intéressante abstraction dans laquelle le visage féminin, Callot, apparaît comme un palimpseste dans un champ de corrosion. Portrait de mon père, 1951, huile sur mazonite. Ce portrait du père de Callot, mort 10 ans plus tôt, montre toute la tendresse et l'amour avec lequel elle le regarde. Callot, sentant sa propre fin arriver, pouvait faire face à celle de son père. Nature morte avec perroquet, 1951, huile sur toile. Le perroquet est autant une mascotte qu'un prédateur dans cette nature morte riche en couleurs. Cette toile est remplie de fruits mûrs se décomposant, symbole de sexualité, de fertilité et de décadence. En avril 1953, Callot vit la merveilleuse expérience d'une exposition lui étant entièrement consacrée à Mexico. Très malade, elle fait une entrée remarquée, escortée par des voitures de police, toutes sirènes hurlantes. Elle est transportée dans la galerie sur son lit. Nombreuses sont ses œuvres exposées et elle reçoit de nombreux compliments de la part de son illustre mari. Callot, galvanisé par le succès de l'exposition, se sent mieux pendant une courte période. En 1953, à 46 ans, Callot est totalement dépendante de ses médicaments qui l'empêchent de trop souffrir. Elle doit se résoudre à l'amputation de sa jambe droite pour laquelle elle s'était tant battue. Le choc de perdre une partie de son corps l'éloigne du combat pour la vie. Autoportrait avec le chien Itzcuintli et le soleil. 1953-54, huile sur mazonite. L'artiste projette ici ses mémoires. Une jeune femme en costume thévana, ornée de perles de pierre, son bien-aimé Rivera et son chien. Bien que la maladie affecte son coup de pinceau, les aspects visionnaires de son œuvre restent intacts. Elle rassemble les éléments de sa vie qui lui ont apporté du bonheur. Pour une fois, le soleil brille sur un ciel clair. Viva la vida, 1954, huile sur mazonite. C'est une des dernières peintures de Callot, démontrant son incroyable volonté. Ces dernières toiles, moins précises sans doute que les premières, étonnent toujours par cette expression qu'elle a d'elle-même. Bien qu'elle se soit habituée à sa jambe de bois, Callot est épuisée par ses incessantes souffrances. Elle continue cependant d'adhérer à ses idées politiques. Le 2 juillet 1954, elle sort de l'hôpital et se rend à une manifestation contre l'intervention américaine au Guatemala. Rivera la pousse sur sa chaise roulante pendant qu'elle tient un panneau avec une colombe peinte. Le 13 juillet 1954, Callot meurt d'un embolisme pulmonaire. Après sa mort, 3 phénomènes bizarres apparaissent, donnant de troublants signes de vie à son corps. Tout d'abord, lorsqu'un ami se penche pour l'embrasser et se met à crier quand la peau de Callot réagit en ayant la chair de poule. Ensuite, Rivera appelle les docteurs ayant aperçu les poils de son corps se dresser. Il ne fut convaincu de sa mort qu'après l'ouverture d'une artère, prouvant ainsi que le sang ne coulait plus. Le troisième,
Et le plus macabre de tous ces phénomènes intervient pendant la crémation de Kahlo. Lorsque son corps entre dans le four crématoire, la chaleur souffle son corps et elle se retrouve en position assise, faisant face au public qui se met à hurler. Lorsque ses cheveux s'enflamment, elle retourne à sa position initiale. Frida Kahlo a été regrettée au niveau national et 4 ans plus tard, la Maison Bleue de Coyoacán était transformée en un musée à sa mémoire.